Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Au cours de ce premier chapitre portant sur l'histologie, c'est-à-dire l'étude des tissus, nous allons suivre le plan suivant. 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 Commençons d'abord par quelques généralités. Les épithéliums constituent un groupe de tissus variés. Ils revêtent ou bordent la totalité de la surface du corps humain et de ses cavités. Ils forment des interfaces entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisme et entre les différents compartiments biologiques. Ils sont organisés en feuillets d'une ou plusieurs couches de cellules qui reposent sur une lame basale, les séparant du tissu conjonctif sous-jacent. Cette lame basale n'est en général pas traversée par les vaisseaux. Les épithéliums sont donc dépendants des tissus conjonctifs environnants, à partir desquels diffusent l'oxygène et les métabolites indispensables aux cellules. Commençons d'abord par quelques généralités. Les cellules épithéliales sont étroitement jointives grâce à la présence de diverses spécialisations membranaires appelées jonctions cellulaires, qui permettent aussi de réguler les échanges de métabolites et d'informations. Les épithéliums sont impliqués dans de nombreuses activités comme la diffusion sélective, l'absorption, la sécrétion, la protection physique, le maintien de l'intégrité du corps, sachant qu'un même épithélium peut avoir plusieurs activités. Les épithéliums peuvent dériver embryologiquement de l'ectoderme, de l'endoderme ou du mésoderme. Par exemple, l'épithélium de la peau, l'épiderme, dérive de l'ectoderme. L'épithélium tapissant le tube digestif dérive de l'endoderme. L'endothélium et le mésothélium dérivent du mésoderme. Les cellules épithéliales, il existe deux types d'épithélium. Les épithéliums de revêtement recouvrent la surface du corps et des... Il existe deux types d'épithélium. Les épithéliums de revêtement recouvrent la surface du corps et des... Il existe deux types d'épithélium. Les épithéliums de revêtement recouvrent la surface du corps et des... Il existe deux types d'épithélium. Les épithéliums de Les cellules épithéliales sont des cellules polarisées. Elles possèdent une face basale, située au pôle basal, et qui repose sur le tissu conjonctif sous-jacent par l'intermédiaire d'une lame basale. Les cellules épithéliales sont des... À l'opposé de la face basale se situe la face apicale, partie la plus spécialisée de la cellule, très variable d'un épithélium à un autre et en général la plus significative de la fonction d'un épithélium donné, barrière, absorption, sécrétion par exemple. Suivant les cas, cette face apicale peut être à la surface du corps ou au contact de la lumière d'une cavité naturelle ou d'un vaisseau. À l'opposé de la face basale, nous allons à présent voir la classification des épithéliums. Cette classification est basée sur 3 critères. Le nombre de couches cellulaires, ainsi un épithélium simple ou unistratifié comporte une seule couche de cellules,
Un épithélium pluristratifié ou stratifié est formé de plusieurs couches cellulaires. La forme des cellules de la couche la plus externe, qui peut être pavimenteuse, cubique ou cylindrique, et la présence de spécialisations de surface comme les cils ou la kératine. Cette classification est basée. Les épithéliums unistratifiés ou simples sont constitués d'une seule couche de cellules. On les trouve donc au niveau de surface impliquées dans la diffusion sélective, l'absorption et ou la sécrétion. Ils ne présentent qu'une faible protection contre l'abrasion mécanique. Les épithéliums unistratifiés. L'épithélium pavimenteux simple, appelé autrefois squameux, le terme squamous est d'ailleurs toujours utilisé en anglais. Ce type d'épithélium est composé de cellules aplaties de forme irrégulière. Le noyau fait saillie à la surface, les cellules sont juxtaposées et forment un pavage. L'épithélium pavimenteux. Ces épithéliums sont impliqués dans le transport passif, par diffusion, ou actif, par pinocytose, de gaz ou de liquide. On les trouve au niveau de l'alvéole pulmonaire, des parois des capillaires sanguins, ils prennent alors le nom d'endothélium, et du revêtement des cavités pleurales, péricardiques et péritonéales, ils prennent alors le nom de mésothélium. On les trouve aussi au niveau de certaines régions du tube urinifère du rein ou encore des canaux excréteurs les plus fins. Ces épithéliums, l'épithélium cubique simple est composé de cellules de hauteur et de largeur à peu près égales, avec un noyau arrondi central. On le trouve bordant les petits canaux à fonction d'excrétion, de sécrétion ou d'absorption au niveau des reins, des glandes salivaires, du pancréas. L'épithélium cubique simple, l'épithélium cylindrique simple, est composé de cellules dont la hauteur dépasse largement la largeur. Le noyau est allongé, en position variable selon les cellules. On le trouve au niveau des surfaces ayant un rôle d'absorption important, comme l'intestin grêle où se réalise l'absorption des nutriments, la vésicule biliaire où s'effectue la concentration de la bile, ou un rôle de sécrétion, comme au niveau de l'estomac. L'épithélium cylindrique. L'épithélium cylindrique simple cilié est formé d'une majorité de cellules cylindriques ciliées et de cellules cylindriques non ciliées à activité sécrétoire. On le trouve au niveau du tractus génital féminin et plus précisément des trompes de Fallope. Le mouvement des cils favorise la migration de l'ovule depuis l'ovaire jusqu'à la cavité utérine. L'épithélium cylindrique simple, l'épithélium cylindrique pseudo-stratifié cilié, en coupe, semble être constitué de plusieurs couches de cellules car les noyaux sont situés à des hauteurs variables, mais toutes les cellules reposent sur la lame basale. Certaines n'atteignent pas la surface. La majorité de ces cellules sont ciliées. On le trouve au niveau des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire cavité nasale, trachée et bronche, d'où son nom d'épithélium respiratoire. Les cils entraînent vers le pharynx une couche superficielle de mucus contenant des particules aériennes capturées, constituant ce que l'on appelle l'ascenseur ou le tapis mucociliaire. L'épithélium cylindrique. Les épithéliums stratifiés sont caractérisés par la présence de 2 ou plusieurs couches cellulaires. Ils assurent une fonction de protection. Ces épithéliums sont peu adaptés à cause de leur épaisseur aux fonctions d'absorption et de sécrétion, mais certains sont perméables à l'eau et à d'autres petites molécules.
On les classe d'après la forme des cellules de la couche la plus superficielle, puisque les cellules de la couche basale sont généralement cubiques. Les épithéliums stratifiés, l'épithélium cubique stratifié est constitué de 2 ou 3 couches de cellules cubiques ou cylindriques basses. Il revêt les canaux excréteurs des glandes exocrines, comme les glandes salivaires, le pancréas exocrine, les glandes sudoripares. Il n'a pas un grand rôle de sécrétion ou d'absorption. Il constitue un revêtement bien plus solide que ne le serait un épithélium simple. L'épithélium cubique, l'épithélium pavimenteux stratifié, appelé aussi épithélium malpighien, est constitué d'un nombre variable d'assises cellulaires dont la forme varie de la cellule basale cubique à la cellule superficielle pavimenteuse. Les cellules basales se divisent, puis migrent vers la surface où elles finissent par dégénérer. Au cours de leur migration, elles subissent une maturation, puis une dégénérescence, mais les cellules les plus superficielles, c'est important, restent nucléées. Ce type d'épithélium résiste bien à l'abrasion puisque la perte des cellules superficielles ne lèse pas le tissu sous-jacent. Il est par contre sensible à la dessiccation, c'est-à-dire au dessèchement. On va donc le trouver comme revêtement de la cavité buccale, du pharynx, de l'ésophage, du canal anal, du col utérin et du vagin. Ces régions sont soumises à une abrasion mécanique tout en étant humidifiées par les sécrétions glandulaires locales. Il n'y a pas d'accumulation de kératine au niveau de cet épithélium. L'épithélium pavimenteux stratifié kératinisant est une forme particulière d'épithélium pavimenteux stratifié qui constitue la surface épithéliale de la peau ou épiderme. Cet épithélium est adapté au phénomène constant d'abrasion et de dessiccation. Il comporte de multiples couches de cellules qui, au cours de leur maturation, accumulent dans leur cytoplasme des protéines du cytosquelette qui s'agrègent. Cela entraîne la disparition du noyau et des organites intracellulaires et la formation d'une couche superficielle dure, dégénérative, de squames formés d'une substance protéique, la kératine, enveloppée de résidus de membrane plasmique. Le tout forme ce que l'on appelle la couche cornée. L'épithélium de type transitionnel est une forme spécialisée d'épithélium que l'on ne voit que au niveau des voies urinaires, c'est-à-dire bassinet, uretère, vessie et urètre. L'épithélium urinaire ou urothélium est un épithélium de transition polymorphe car sa forme et son épaisseur varient selon l'état de remplissage, on dit de réplétion, de la vessie. Ainsi, lorsque la vessie est vide, les noyaux peuvent se répartir jusque sur 8 niveaux en hauteur, contre 3 à 4 niveaux lorsque la vessie est pleine. L'épithélium de type les cellules basales, responsables du renouvellement de l'épithélium, sont cubiques. Les cellules intermédiaires, appelées cellules en raquette, ont un pôle basal très étroit et un pôle apical élargi, comme une raquette de tennis. Les cellules superficielles sont appelées cellules parapluies, de l'anglais umbrella cells, car elles peuvent recouvrir, à la façon d'un parapluie, plusieurs cellules intermédiaires. Ces cellules sont de grande taille et peuvent parfois être binucléées, c'est-à-dire avoir 2 noyaux. Cette architecture est bien visible à l'état rétracté lorsque la vessie est vide. Les cellules basales, responsables du renouvellement de l'épithélium,
sont cubiques. Les cellules intermédiaires, appelées cellules en raquette, ont un pôle basal très étroit et un pôle apical élargi, comme une raquette de tennis. Les cellules superficielles sont appelées cellules parapluies, de l'anglais umbrella cells, car elles peuvent recouvrir, à la façon d'un parapluie, plusieurs cellules intermédiaires. Ces cellules sont de grande taille et peuvent parfois être Nous allons à présent étudier les différentes spécialisations membranaires des cellules épithéliales. Nous allons à présent étudier ces spécialisations concernent la face apicale des cellules épithéliales par les microvillosités, les stéréocils, les plaques membranaires et les cils vibratiles. Les faces intercellulaires ou latérales par les jonctions serrées, les jonctions adhérentes et les jonctions communicantes. La face basale par les connexions avec la lame basale grâce aux hémidesmosomes et aux points de contact focaux. Ces spécialisations Nous allons commencer par étudier les spécialisations apicales. Nous allons commencer par étudier les microvillosités. En microscopie électronique, elles apparaissent comme des projections en doigts de gant de la membrane plasmique de 0,1 micromètre de diamètre et de 1 micromètre de long. On les trouve à la surface de la plupart des cellules épithéliales, mais elles sont particulièrement développées dans les épithéliums spécialisés dans l'absorption. On va ainsi les trouver par exemple au niveau des tubules rénaux ou de l'intestin grêle. Leur nombre est variable et peut aller jusqu'à 3000 par cellule dans l'intestin grêle. Le rôle des microvillosités est d'amplifier de façon considérable la surface d'échange, le transport transmembranaire et donc la capacité d'absorption. Elles peuvent ainsi augmenter la surface de contact jusqu'à 30 fois. Nous allons commencer par étudier En microscopie optique, elles n'apparaissent que sous la forme d'un plateau strié, comme au pôle apical des entérocytes, en microscopie optique, ou d'une bordure en brosse, comme au niveau des cellules du tube contourné proximal du rein, et on ne peut pas les individualiser, ou d'une bordure en brosse. L'axe cytoplasmique est composé d'un faisceau de fins filaments d'actine, liés les uns aux autres par des ponts protéiques, formés de différentes protéines, comme la viline, la fimbrine ou la facine, et ancrés sur une plaque terminale qui est une condensation du cytosquelette située sous la surface cellulaire. L'axe cytoplasmique, les stéréocils, quant à eux, sont de longues expansions grêles, visibles en microscopie optique, au niveau de certaines régions du tractus génital masculin, comme au pôle apical des cellules de l'épididyme, et au niveau des cellules ciliées de l'oreille interne. Les stéréocils possèdent un squelette filamenteux fait d'actine, comme pour les microvillosités, et attention, ce cytosquelette n'est pas fait de tubuline, comme dans les cils. Les stéréocils, quant à les plaques membranaires, sont des condensations cytoplasmiques superficielles se trouvant au pôle apical des cellules de l'urothélium. Ce sont des épaississements de la membrane plasmique apicale des cellules superficielles et elles sont situées sur le versant cytoplasmique où elles sont associées à des invaginations et des vésicules. L'ensemble forme une zone plus colorable au niveau du pôle apical. Leur rôle consiste à protéger la cellule contre la toxicité de l'urine et à éviter la réabsorption de l'urine par les cellules épithéliales. Elles servent aussi de réserve de membrane lors du remplissage de la vessie de la réplétion vésicale. Les plaques membranaires, les cils vibratiles sont des expansions de la membrane plasmique du pôle apical, mobiles
de longueur égale qui se projettent en ligne parallèle. On les trouve au niveau de l'épithélium respiratoire et du tractus génital féminin. Il peut y avoir plusieurs centaines de cils par cellule. Les cils vibratiles sont d'un diamètre d'environ 0,2 micromètres et de 7 à 10 micromètres de long. Les cils vibratiles sont bien visibles en microscopie optique. Ce sont des évaginations de la membrane plasmique qui renferment une structure centrale complexe appelée axonème. L'axonème est constitué de 9 doublets périphériques de microtubules. Ils sont longitudinaux dans l'axe du cil et reliés entre eux par des ponts de nexine. Ils émettent des bras de dinéine en direction du doublet adjacent, un bras interne et un bras externe comme vous pouvez le voir sur le schéma. Au centre se trouvent 2 microtubules entiers entourés par une gaine centrale, elle-même reliée aux microtubules périphériques par des bras radiaires. Il existe d'autres protéines que nous ne décrirons pas ici qui structurent l'ensemble. D'un diamètre d'environ 0, l'axonème s'insère sur le corpuscule basal qui est situé sous la surface de la cellule. Le corpuscule basal est une structure microtubulaire identique à celle d'un centriole avec 9 triplets de microtubules périphériques. Chaque doublet de l'axonème se poursuit dans les 2 microtubules internes d'un triplet du corpuscule basal. Les microtubules centraux s'arrêtent. L'axonème s'insère. Les mouvements des cils sont des mouvements actifs, c'est-à-dire qu'ils consomment de l'énergie sous forme d'ATP fournie par les mitochondries. Les mouvements ciliaires résultent du déplacement des doublets, l'énergie requise étant fournie par la conversion, catalysée par la dinéine, de l'ATP en ADP. Les mouvements ciliaires sont synchrones pour une cellule et sous forme de vagues successives pour l'épithélium. Cela ressemble à ce que l'on voit sous l'effet du vent dans un champ de blé. Les conséquences de ces mouvements sont la mobilisation du mucus, dans lequel se trouvent bactéries et poussières, vers le pharynx, ou la migration de l'ovule depuis l'ovaire jusqu'à la cavité utérine. Les mouvements des cils sont... Nous allons à présent décrire une pathologie qui touche ces cils vibratiles. Les dyskinésies ciliaires primitives constituent un groupe hétérogène de maladies génétiques à transmission autosomique récessive qui touchent une naissance sur 16 000. Diverses anomalies constitutionnelles structurales, comme l'absence de bras de dinéine, l'absence de bras radiaires ou l'absence de la paire de microtubules centraux les caractérisent. Les signes débutent dès la toute petite enfance avec des infections récurrentes des voies aériennes liées à une altération du transport mucociliaire dans le tractus respiratoire. Le dysfonctionnement des cils peut s'accompagner du même dysfonctionnement au niveau des flagelles des spermatozoïdes dont la structure est analogue à celle des cils et être alors responsable d'une stérilité chez l'homme. La place des anomalies de la fertilité chez les sujets de sexe féminin est encore mal connue. Nous allons à présent décrire une pathologie qui touche ces cils vibratiles. Les dyskinésies ciliaires primitives constituent un groupe hétérogène de maladies génétiques à transmission autosomique récessive qui touchent une naissance sur 16 000. Nous allons à présent étudier les systèmes de jonction. Ces systèmes de jonction ne sont pas spécifiques des cellules épithéliales, mais ils sont particulièrement développés dans ces cellules jointives. En effet, ces systèmes augmentent la cohésion intercellulaire, mais ils confèrent aussi aux épithéliums une fonction de barrière à perméabilité sélective.
Il existe différents types de jonctions à relier à des fonctions différentes. Ces systèmes de jonctions ne sont pas les jonctions serrées, appelées aussi jonctions étanches, tight junctions, occluding junctions ou zonula occludens, forment un collier ou un anneau latéral autour de chaque cellule, juste en dessous de la surface apicale, fermant l'espace intercellulaire sur une distance de 0,1 à 0,3 micromètres, le rendant ainsi presque imperméable. Elles ne sont pas visibles en microscopie optique. Elles sont en rapport avec les filaments d'actine. Les jonctions serrées, appelées la microscopie électronique, montrent que les feuillets externes des membranes plasmiques de deux cellules adjacentes sont étroitement associés. On observe un réseau de crêtes entrecroisées formant des lignes de soudure entre les membranes plasmiques des deux cellules adjacentes, à la manière d'une fermeture éclair. La microscopie électronique, les protéines transmembranaires formant ces crêtes sont l'occludine et les claudines, qui se lient à des protéines intracytoplasmiques, dites protéines de la plaque, c'est-à-dire les protéines ZO1, ZO2, ZO3 ou singuline, par exemple. Ces protéines de la plaque interagissent avec les filaments d'actine. Les protéines transmembranaires, l'anneau de jonction étanche qui entoure complètement les faces latérales des cellules épithéliales près de leur pôle apical, a deux rôles majeurs. Premièrement, il constitue une barrière qui régule le flux des molécules à travers l'espace paracellulaire entre les cellules, car entre les sous-unités protéiques claudines, d'étroits pores peuvent permettre le passage des ions, mais pas des autres molécules. Deuxièmement, il sépare les deux domaines de la membrane plasmique, empêchant la libre diffusion des lipides et des protéines entre les domaines apical et basolatéral, permettant ainsi le maintien de la polarité cellulaire. L'anneau de jonction étanche les jonctions d'ancrage ou jonctions adhérentes. Il existe plusieurs types de jonctions d'ancrage: la ceinture d'adhérence, les points de contact focaux, les desmosomes et les hémidesmosomes. Ces jonctions permettent à l'épithélium de résister au stress mécanique en lui apportant une cohésion, en reliant les cytosquelettes des cellules voisines. Les ceintures d'adhérence et les points de contact focaux sont en relation avec le cytosquelette d'actine, alors que les desmosomes et les hémidesmosomes sont en relation avec les filaments intermédiaires, filaments de kératine, dans les épithéliums. Les jonctions d'ancrage ou les ceintures d'adhérence ou zonula adherens. Ces jonctions intercellulaires forment une ceinture continue située sous les jonctions serrées, au niveau des faces latérales des cellules. Elles assurent la cohésion des cellules les unes par rapport aux autres, constituant des points d'ancrage pour les éléments du cytosquelette d'actine, de manière à rassembler les cytosquelettes de cellules individuelles en un robuste réseau transcellulaire. Visibles uniquement en microscopie électronique, elles apparaissent formées de trois parties: des protéines transmembranaires, reliées entre elles au niveau de l'espace intercellulaire, des plaques denses cytoplasmiques juxtamembranaires, formant des bandes continues, et des microfilaments d'actine ancrés sur la plaque cytoplasmique. Les ceintures d'adhérence ou sur le plan biochimique, dans les épithéliums, la protéine transmembranaire est la E-cadérine, E pour épithélium. Elle se fixe sur une autre E-cadérine provenant de la cellule adjacente. Cette adhérence est calcium dépendante. Les protéines intracytoplasmiques
c'est-à-dire les protéines formant les plaques denses, sont les alpha, bêta et gamma-caténines. Elles se lient d'une part au domaine cytoplasmique des cadérines et d'autre part, par l'intermédiaire de nombreuses autres protéines, au filament d'actine. Si les liaisons moléculaires nécessitent la présence de calcium, à contrario, la phosphorylation de certaines protéines, et en particulier de la bêta-caténine, empêche la liaison et provoque le désassemblage du complexe moléculaire, entraînant une perte d'adhérence cellule à cellule. Cette anomalie est présente dans les carcinomes. Sur le plan biochimique, dans les épithéliums, la protéine transmembranaire est la E-cadérine, E pour épithélium. Elle se fixe sur une autre E-cadérine. Les points de contact focaux sont situés au niveau de la membrane plasmique de la face basale des cellules épithéliales et servent à l'ancrage des cellules sur le tissu conjonctif sous-jacent. Ils sont en relation avec le cytosquelette d'actine. L'aspect morphologique de ces jonctions est celui d'une plaque dense cytoplasmique associée à un réseau fibrillaire. Les points de contact focaux. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. Les desmosomes ou macula adherens. Ce sont des jonctions intercellulaires ponctuelles situées sur les faces latérales des cellules épithéliales, mais aussi cardiaques. Elles sont visibles uniquement en microscopie électronique. Les desmosomes ou macula, elles permettent la formation d'un réseau reliant les filaments intermédiaires d'une cellule à celui des cellules adjacentes, comme vous pouvez le voir sur la photo. Dans les cellules épithéliales, elles relient les filaments intermédiaires de kératine et dans les cellules cardiaques, les filaments de desmine. Elles permettent la formation. Ce sont des disques ou plaques d'adhérence formant comme des boutons pression arrimés à la face cytoplasmique de deux cellules adossées et reliées par des ponts protéiques transmembranaires. Sur le plan biochimique, ces protéines transmembranaires appartiennent à la famille des cadérines desmosomales. Ce sont les desmogléines et les desmocolines. Les protéines des disques ou plaques permettent le lien entre les cadérines desmosomales et les filaments intermédiaires, et ce sont en particulier la placoglobine ou gamma-caténine
et les desmoplaquines. Les desmosomes participent à la charpente cellulaire, au maintien de la forme des cellules. Ils confèrent résistance et rigidité à l'épithélium entier. Ce sont des disques où les hémidesmosomes sont situés sur la face basale des cellules épithéliales et sont en relation avec les filaments intermédiaires. Ils constituent des points de contact avec la lame basale et la matrice extracellulaire du tissu conjonctif sous-jacent. Ils accentuent la rigidité globale des tissus épithéliaux car ils forment des ponts entre les filaments intermédiaires du cytosquelette, kératine dans les épithéliums, et les constituants de la lame basale et de la matrice extracellulaire. Les hémidesmosomes sont situés. Attention, malgré leur nom, leur structure n'est pas celle de simples demi-desmosomes. Visibles uniquement en microscopie électronique, ils sont formés d'une plaque cytoplasmique soudée à la surface cytoplasmique de la membrane plasmique. La structure moléculaire des hémidesmosomes est complexe et variable selon le type d'épithélium. Nous ne la décrirons donc pas dans le détail. Les protéines de la plaque cytoplasmique relient les filaments intermédiaires de kératine aux protéines transmembranaires, comme les intégrines, qui vont elles-mêmes se lier à leurs ligands, les protéines de la lame basale et de la matrice extracellulaire. Attention, malgré les jonctions communicantes, appelées aussi gap junctions, nexus ou jonction d'échange, elles constituent une zone spécialisée des membranes cellulaires opposées qui permettent le passage d'ions et de petites molécules d'une cellule à l'autre. Elles se situent sur les faces latérales des cellules. Elles sont particulièrement nombreuses dans les cellules cardiaques et les cellules musculaires lisses. Elles sont peu abondantes dans les épithéliums matures, mais très nombreuses dans les épithéliums pendant la vie fœtale. Elles ne sont pas visibles en microscopie optique. Les jonctions communicantes. En microscopie électronique, elles apparaissent comme des plaques au niveau desquelles les membranes plasmiques de deux cellules adjacentes sont accolées, tout en gardant un petit interstice de 2 à 4 nanomètres entre elles. Une jonction communicante est formée de nombreux pores ou canaux constitués d'une structure tubulaire appelée connexon. Le connexon est un demi-canal constitué de 6 protéines appelées connexines. Le canal a un diamètre de 1,5 à 2 nanomètres. 2 connexons se juxtaposent pour former un canal complet et permettre la communication d'une cellule à l'autre. Ces jonctions permettent le passage d'ions et de petites molécules d'un diamètre inférieur à 2 nanomètres, mais pas celui de molécules plus grosses et d'ions chargés négativement. Elles représentent des sites d'échange de métabolites, de nutriments, de facteurs de croissance et de différenciation, etc. Elles permettent aussi le transport de signaux électriques dans les cellules musculaires. En microscopie électronique, les connexons s'ouvrent ou se ferment en fonction de la concentration de calcium intracellulaire, du pH ou de signaux extracellulaires. L'élévation de la concentration de calcium intracellulaire, signe de mort cellulaire ou apoptose, aboutit à la fermeture des connexons. Ce mécanisme pourrait ainsi permettre d'isoler les cellules apoptotiques et d'empêcher la libération de leurs constituants potentiellement toxiques vers les cellules adjacentes viables. Les connexons s'ouvrent ou se ferment. Nous allons à présent voir le renouvellement des épithéliums. Les divers épithéliums de l'organisme sont constamment renouvelés. Les cellules ont une durée de vie limitée et sont souvent soumises à des agressions. Les cellules en fin de vie sont exfoliées ou rentrent en apoptose et sont remplacées par division d'autres cellules, les cellules souches. Celles-ci sont caractérisées par leur durée de vie longue,
leur état indifférencié, leur situation en stade G0, qui correspond à un stade de quiescence, de non-division de la cellule. Elles sont cependant capables de rentrer en cycle et de se diviser lorsqu'elles sont stimulées et de donner naissance à des cellules différenciées dans un type cellulaire précis. Ces cellules sont contrôlées par des facteurs de croissance locaux, souvent sécrétés par des mécanismes de paracrinie, c'est-à-dire qu'ils sont sécrétés par les cellules du voisinage. Au sein des épithéliums, les cellules souches sont localisées de façon variable, soit isolées entre les pôles basaux des cellules différenciées, soit groupées en assises basales, soit groupées en zones germinatives, mais en restant en contact avec la lame basale pour l'apport par diffusion en facteurs de nutrition, de croissance, etc. Dans les épithéliums stratifiés, les cellules filles migrent vers le haut de l'épithélium en se différenciant. La vitesse de renouvellement d'un épithélium est variable. 48 heures pour l'épithélium intestinal, 40 jours pour celui de la trompe de Fallope. Les divers épithéliums Nous allons à présent voir les relations entre les épithéliums et leurs tissus de soutien. Ces relations se font par l'intermédiaire de la lame basale. Comme c'est une structure protéique et non lipoprotéique, le terme de lame sera donc préféré à celui de membrane. Les lames basales sont rarement visibles en microscopie optique avec des colorations standards, mais elles peuvent être mises en évidence grâce à l'utilisation de colorations spéciales comme le PAS pour périodique acide Schiff, qui mettent en évidence les structures glucidiques grâce à une coloration rose, ou de techniques d'immunofluorescence ou d'immunohistochimie. Ces lames basales apparaissent alors comme une structure linéaire entre l'épithélium et le tissu conjonctif. Ces relations se font par l'intermédiaire. En microscopie électronique, on distingue la membrane plasmique du pôle basal des cellules épithéliales, la lamina lucida, qui est une couche claire aux électrons en contact avec les cellules épithéliales, la lame basale proprement dite ou lamina densa, plus dense aux électrons, la couche fibroréticulaire ou lamina fibroreticularis, une zone située juste sous la lamina densa qui fusionne avec le tissu de soutien. En microscopie électronique, des études ont montré que différents types de molécules entrent dans la composition de la lame basale et permettent son assemblage. Des intégrines, molécules transmembranaires dont nous avons déjà vu la description, des laminines, qui lient les intégrines et les autres composants de la lame basale, du collagène de type 4, des glycoprotéines comme l'antactine nidogène, retrouvées de façon ubiquitaire au niveau des lames basales et qui possèdent de nombreux sites de reconnaissance pour les autres composants de la lame basale, comme les laminines, le collagène 4 ou les protéoglycanes. Et on trouve, enfin, des protéoglycanes comme le perlécan. La couche fibroréticulaire contient principalement du collagène de type 3 ou réticuline, relié aux intégrines membranaires par l'intermédiaire de la fibronectine. Cette couche a un rôle mécanique de liaison entre le tissu conjonctif situé en profondeur et l'épithélium. Des études ont montré les lames basales remplissent un certain nombre de fonctions. Des fonctions de support, par la fixation de l'épithélium au tissu de soutien sous-jacent, une fonction de régulation de la perméabilité, puisque la lame basale est un tamis moléculaire qui retient les molécules en fonction de leur taille, de leur poids moléculaire, de leur charge, de leur forme.
Elles sont impliquées dans le développement et la différenciation de l'épithélium en lien avec leur rôle de tamis moléculaire, car elles permettent le passage des molécules indispensables au développement et à la différenciation. Par exemple, les nutriments, les métabolites, les facteurs de croissance et de différenciation vers les cellules épithéliales. Elles jouent aussi un rôle important lors de la régénération de l'épithélium après une blessure. Les lames basales laissent passer les terminaisons nerveuses, mais en règle générale, elles ne laissent pas passer les vaisseaux. Les lames basales remplissent. Nous allons à présent étudier les épithéliums glandulaires. Les glandes sont des formations dont le tissu épithélial est presque entièrement composé de cellules manifestant une activité sécrétoire. Les cellules glandulaires peuvent être soit isolées dans un autre type d'épithélium, c'est le cas par exemple des cellules muqueuses caliciformes ou des cellules neuroendocrines, soit regroupées en amas comme les cellules de Leydig dans le testicule, ou formant des glandes anatomiquement bien individualisées comme les glandes salivaires principales, la thyroïde ou le pancréas par exemple. Les glandes sont des formations au cours de l'histogénèse. L'épithélium de revêtement se déprime dans le tissu mésenchymateux ou conjonctif sous-jacent. Il forme des structures plus ou moins complexes selon le mode d'invagination. Ou bien la glande ne maintient pas le contact avec l'épithélium de surface. Au cours de l'histogénèse, l'épithélium de revêtement se déprime dans le tissu mésenchymateux ou conjonctif sous-jacent. Il forme des structures plus ou moins complexes selon le mode d'invagination. Ou bien la glande ne maintient pas le contact avec l'épithélium de surface. Au cours de l'histogénèse, l'épithélium de revêtement se déprime dans le tissu mésenchymateux ou conjonctif sous-jacent. Il forme des structures plus ou moins complexes selon le mode d'invagination. Ou bien la glande ne maintient pas le contact avec l'épithélium de surface. Au cours de l'histogénèse, l'épithélium de revêtement se déprime dans le tissu mésenchymateux ou conjonctif sous-jacent. Les glandes exocrines. Les glandes exocrines. Une glande exocrine est constituée de deux composants épithéliaux principaux. Les unités sécrétoires, groupe de cellules spécialisées qui synthétisent la sécrétion particulière de la glande, et les canaux excréteurs, qui conduisent la sécrétion produite par les unités sécrétoires. Les cellules des parois des canaux peuvent contribuer à la sécrétion, mais celle-ci est faite principalement par les unités sécrétoires. Une glande exocrine, il existe différents types de classification des glandes exocrines. La première de ces classifications peut se faire selon l'organisation du système excréteur. On décrit ainsi les glandes exocrines simples, possédant un canal excréteur unique, non ramifié. Parfois même, le territoire sécrétant s'abouche directement dans la cavité, sans canal excréteur. Les glandes exocrines composées, quant à elles, possèdent un système excréteur constitué de nombreuses branches, drainant chacune un territoire sécrétant. Il existe différents types dans ce type de glandes. Les canaux les plus proches des zones élaboratrices ont un très petit calibre. L'épithélium est le plus souvent pavimenteux unistratifié. Ils se jettent ensuite dans les canaux de calibre de plus en plus grand, comportant un épithélium, d'abord cubique, puis cylindrique. Quand la glande composée atteint un certain volume, les zones sécrétoires sont séparées en territoires distincts, les lobules, séparés par des cloisons conjonctives qui partent d'une capsule qui entoure la glande. La glande est dite lobulée, c'est le cas par exemple du pancréas. Dans ce type de glande, décrivons à présent la classification basée sur la forme du parenchyme sécrétoire. Dans les glandes acineuses, l'unité sécrétoire est l'acinus, corpuscule arrondi en forme de grain de raisin,
avec une lumière centrale bordée par des cellules épithéliales de forme pyramidale. L'aspect global de la glande est celui d'une grappe de raisin. On peut prendre pour exemple les glandes parotides. Les glandes tubulaires ou tubuleuses sont caractérisées par une unité sécrétoire en forme de tube, pouvant être droit ou contourné. Les glandes tubuleuses de l'estomac pharyngique en sont un exemple. Dans les glandes alvéolaires, l'unité sécrétoire ressemble à un sac arrondi avec une lumière centrale importante, comme dans les glandes sébacées. Enfin, les glandes tubulo-acineuses et tubulo-alvéolaires sont formées par des tubes dont le fond se dilate en acinus, comme dans la glande sous-maxillaire, ou en alvéole, comme dans la glande mammaire. Décrivons à présent la classification. Certaines glandes sécrètent un liquide visqueux, le mucus, riche en glycosaminoglycanes et protéoglycanes. On les appelle glandes muqueuses. Leur aspect est clair en microscopie optique à cause de la présence de vésicules de sécrétion, les grains de mucigène, précurseurs du mucus, qui occupent la plus grande partie du cytoplasme. Leur noyau aplati est refoulé en position basale avec les organites. D'autres glandes sécrètent un liquide plus clair et plus fluide. Il s'agit souvent d'une sécrétion de protéines enzymatiques. Ce sont les glandes séreuses. Elles possèdent de nombreux organites impliqués dans la synthèse et la sécrétion des protéines, nucléoles, réticulum endoplasmique rugueux, appareil de Golgi, vésicule de sécrétion. Certaines glandes sécrètent. Voyons à présent la classification basée sur le mode d'excrétion ou d'extrusion. Lors d'une excrétion mérocrine, ce qui est le cas le plus courant, le produit de sécrétion se trouve dans des vésicules dont la membrane va fusionner avec la membrane plasmique du pôle apical, libérant le produit par exocytose. Voyons à présent la classification. Au cours de l'excrétion apocrine, à chaque sécrétion, la cellule s'ampute de la partie apicale qui se désagrège et libère le produit de la sécrétion. La partie basale restante reconstitue la partie apicale. Le sécrétat s'accumule au pôle apical de la cellule, la déforme. Le pôle apical bombe dans la lumière, se détache et s'élimine. C'est le cas des glandes sudoripares et des glandes mammaires. Au cours de l'excrétion apocrine, enfin, lors d'une excrétion holocrine, la cellule entière est le produit de la sécrétion. Le sécrétat s'accumule dans le cytoplasme, il y a surcharge et mort cellulaire. La cellule desquame, dégénère et libère les éléments élaborés, comme c'est le cas dans la glande sébacée. Enfin, lors d'une excrétion, nous allons à présent dire quelques mots sur la régulation de la sécrétion exocrine. Les régions sécrétoires de certaines glandes exocrines sont entourées de cellules contractiles situées entre les cellules sécrétoires et la lame basale. Ces cellules se contractent par un mécanisme analogue à celui des cellules musculaires. On les appelle cellules myo-épithéliales. Elles sont bien visibles au niveau des canaux galactophores de la glande mammaire, où elles forment une deuxième couche discontinue de cellules. Nous allons à présent dire quelques mots. La synthèse et la sécrétion des glandes exocrines peuvent être soumises à un contrôle nerveux par les fibres du système neurovégétatif qui traversent la lame basale et vont au contact des cellules, à un contrôle hormonal nécessitant la présence de récepteurs cellulaires adéquats, à un double contrôle nerveux et hormonal. La synthèse et la sécrétion des glandes. Nous allons à présent décrire les glandes endocrines. Les glandes endocrines sont des groupements de cellules sécrétoires dépourvues de canal excréteur. Le produit de sécrétion ou hormone est déversé directement dans le sang. Les hormones sont des messagers chimiques qui sont transportés vers les cellules ou tissus cibles, pouvant être éloignés et qui contrôlent leur activité. Les glandes endocrines sont des groupes. Les cellules endocrines peuvent être organisées en glandes, individualisées en organes,
former des îlots cellulaires ou être des cellules isolées, mais elles sont toujours organisées autour de capillaires fenêtrés en étroit contact avec eux. Une lame basale sépare les structures épithéliales du tissu conjonctif environnant. La nutrition et la respiration des cellules s'effectuent à travers cette lame basale, comme le passage des hormones, qui sont drainées par le sang, leur lieu d'action pouvant être très éloigné du lieu de sécrétion. La vascularisation des glandes endocrines est toujours très abondante, l'activité sécrétoire s'accompagnant toujours d'un afflux sanguin important. Les cellules endocrines, au sein des glandes endocrines, les cellules sont arrangées en cordons ou en follicules, séparés par les capillaires. Les follicules sont présents uniquement au niveau de la thyroïde et le stockage du produit de sécrétion est particulier puisqu'il s'effectue à l'extérieur des cellules, au centre des follicules. Au sein des glandes endocrines, nous allons à présent décrire brièvement les glandes amphicrines. Ce sont des glandes à la fois exocrines et endocrines. Dans le foie, un seul type cellulaire, l'hépatocyte, exerce les deux fonctions. Au niveau du pancréas, les cellules exocrines sont regroupées sous forme d'acinis séreux exocrines et les cellules endocrines sont regroupées en îlots, les îlots de Langerhans. Et ceci termine ce chapitre sur les tissus épithéliaux. Ce sont des glandes